Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette émission organisée par la CAF Touraine. Ce soir, nous parlons du développement du bébé jusqu'à ses 3 ans. C'est un vaste sujet car le bébé connaît un développement intense au début de sa vie. Son développement combine des expériences sensorielles, motrices, émotionnelles, cognitives et relationnelles. Alors pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Jouvin, vous êtes psychomotricienne. Oui. Mélanie Sibert, Bonsoir. vous êtes également psychomotricienne. Oui. Et Julie Lotion, vous êtes médecin de PMI au Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Tout à fait. Alors, pendant cette émission, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques sur le chat en direct et on s'efforcera d'y répondre au maximum. Alors, en préparant cette émission, Hélène, vous aviez envie de préciser un petit peu le titre de l'émission qui mélange plusieurs choses et il semble important de pouvoir différencier acquisition, apprentissage et nous parler aussi d'autonomie. Oui, tout à fait, parce que cette émission, elle aurait pu aussi s'appeler motricité, autonomie, acquisition, apprentissage et confiance en soi. Et c'est important de préciser un petit peu les choses avant de démarrer. Donc un enfant, il ne va pas apprendre à parler ou apprendre à marcher. Il va acquérir le langage, il va acquérir la marche. Et donc cette acquisition, il va la faire quand sa maturation neurodéveloppementale va le lui permettre. Donc quand on dit c'est quand il est prêt, en fait c'est ce que ça veut dire, c'est sa maturation qui lui permet à ce moment-là de faire cette acquisition. Et donc une acquisition, c'est ce qui va venir de dedans lui, dedans de l'enfant, alors qu'un apprentissage, c'est ce qui vient du dehors, comme quand l'enfant apprendra les règles sociales ou l'étape de multiplication. Voilà. Donc c'est important de différencier les deux. Voilà. Qui vient de l'extérieur et les acquisitions qui viennent de l'enfant lui-même. Exactement. Quand il en est prêt, quand sa maturation lui permet. Et en fait, ce qui va lui permettre ces acquisitions, c'est son désir, en fait, très, très, très fort à l'enfant et au bébé, d'être en relation avec l'autre. C'est ça qui va être son moteur, cet élan qui va lui permettre de mettre en place ces acquisitions et de se les approprier. L'enfant, il a envie de parler pour parler avec les autres, pour parler avec son parent. Et il a envie de marcher pour découvrir le monde, de bouger, de se retourner pour aller découvrir ce qui est en toi. Et donc, c'est là où le rôle de l'entourage, de ses parents, va être très important, parce que c'est dans ces expériences-là de plaisir partagé que le bébé va s'approprier toutes ces acquisitions. Et c'est là qu'il va développer son autonomie. C'est ça l'autonomie, c'est de pouvoir aussi se servir de tout ce qu'il a acquis pour le mettre dans la relation qu'il a avec l'autre. Du coup, on reviendra souvent sur l'aspect important du développement de l'enfant qui se fait avec et dans son environnement. En relation avec ses parents et avec son environnement, d'où la nécessité de ce qu'on appelle de stimulation de la part des parents et de l'environnement. Donc, on va développer tout ça au fur et à mesure. Merci pour ces précisions. Donc, on va voir tout de suite que le développement de l'enfant ne démarre pas une fois qu'il est né, mais qu'il commence déjà in utero. Et c'est vrai que quelquefois, on peut ne pas soupçonner que le fœtus, déjà dans le ventre de sa mère, se développe et développe des compétences. Ouais. Et ces compétences, elles vont s'appuyer sur ses sens. Et en fait, les systèmes sensoriels du bébé se développent déjà in utero et très très tôt, parce que les premiers sens qui vont se développer chez le fœtus, c'est le sens du mouvement et la sensibilité tactile. Et ça, c'est dès 7-8 semaines d'âge gestationnel, donc très 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 tôt. Donc là, ce sens, tous les sens se développent par des stimulations. Et donc les stimulations qui vont permettre à ces sens de se développer, c'est les contacts que le bébé va avoir avec son propre corps. On sait que le fœtus va porter ses mains vers sa bouche, son visage, toucher ses propres mains, son corps. Le contact que le fœtus va avoir avec la paroi utérine, voilà, c'est aussi très important. Et puis au niveau des mouvements, c'est toutes les stimulations toutes les sensations du mouvement qui vont se passer quand la maman va marcher, donc où il va être accompagné dans ce rythme, le rythme fœtal aussi.
Donc ça, déjà, il y a plein de stimulations qui se passent et qui vont enrichir et permettre de se développer ce système sensoriel tactile. Les autres sens vont aussi se développer pendant la vie utérine, dont l'olfaction et la gustation. Donc le bébé, on sait qu'à la naissance, il peut reconnaître déjà des goûts qu'il aura goûté dans le ventre de sa maman. Donc il y a vraiment déjà une empreinte familiale, culturelle de la vie gustative, olfactive qui est présente et qui lui donne déjà toute une expérience intéressante et personnelle. Au niveau sensoriel, il va y avoir aussi l'audition, le système auditif. Donc, on sait maintenant que le bébé entend la voix de sa maman in utero, le fœtus. Et des études montrent aussi tendent à montrer que sûrement qu'il entend aussi la voix de son papa et les voix en tout cas qui l'entourent et qu'il peut les retrouver, les reconnaître après la naissance. Donc, il y a toute une vie qu'il intègre, un environnement, des informations qui font que ce fœtus peut, après, peut-être s'identifier. Mais il entend également le rythme cardiaque de sa maman. Et, il ne reconnaît à la naissance le rythme cardiaque. Chacun a un rythme cardiaque différent. Et il reconnaît le rythme cardiaque de sa maman. C'est pour ça qu'il aime bien quand c'est des contres, vraiment le thorax de la maman, bien regroupé, bien en boule, comme dans l'utérus. Et il entend le cœur de sa maman. Il reconnaît les battements du cœur de sa maman. C'est quelque chose qui apaise les fœtus, les bébés, qui sont nés. Oui, en tout cas, c'est quelque chose que le fœtus a intégré dans sa vie in utero. Oui, tout à fait. Et puis la vision dont on n'a pas parlé, mais on sait aussi que le système sensoriel qui se développe plutôt à la fin, qu'il peut aussi être sensible au changement de luminosité, même à travers le filtre de la paroi utérine. Voilà. Donc le jour, la nuit, une maman qui va beaucoup marcher, qui va vivre là où il y a plus de lumière, dans le sud de la France, ou plutôt, voilà. Donc ça, déjà, c'est des choses qui lui donnent une empreinte aussi, une vie déjà sensorielle in utero. Voilà. Et, il est imprégné de tout ça. Oui, exactement. L'idée aussi, peut-être, c'était de regarder une vidéo. Donc, pour illustrer vraiment les compétences du bébé, déjà qu'il a in utero, on va regarder une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps. Oui. Et vraiment, c'est surprenant parce que le bébé a quand même des compétences qu'on ne pourrait pas soupçonner. Alors, quand je dis bébé, il s'agit d'un fœtus, puisque là, on est dans la vie in utero. Il s'agit d'un fœtus de 3 mois et demi d'âge gestationnel. Il mesure 18 cm. C'est une vidéo du docteur François Fange, qui est gynécologue obstétricien et échographiste. Et en fait, là, ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est un fœtus qui touche, qui joue presque avec un petit caillot sanguin. Et on va bien voir comment il approche ses mains de ce caillot qu'il ne voit pas, mais qu'il arrive à toucher. Comment il le passe après de son autre main. Et en fait, on parle pas forcément de jeu. Et là, voilà, il le met vers son pied, mais d'une ébauche déjà de jeu précoce, parce qu'on ne peut pas vraiment encore parler d'un jeu, mais c'est une expérience sensorimotrice, déjà quand même très organisée, qui demande de coordonner le haut, le bas de son corps, la droite et la gauche, d'ouvrir ses mains, de délier ses doigts. Et en fait, on voit là déjà toutes ces compétences de coordination qu'a déjà ce fœtus tout petit. C'est surprenant, On ne soupçonne pas qu'à l'intérieur du ventre, le fœtus arrive à pouvoir capter de façon tactile, sensorielle, des éléments. C'est vraiment intéressant. Le fœtus a une vraie vie avant la naissance. Oui. Et alors, quand il naît, le bébé, il n'est pas une page blanche, vous disiez les unes et les autres, parce qu'il est déjà, il a toute cette empreinte. Il est déjà vieux de sa vie utérine. Il a déjà toutes ces expériences là qu'il a vécues et qui lui sont propres à lui pendant cette grossesse qui s'est passée, selon les différentes stimulations auxquelles il a été confronté ou qui lui sont apportées. Qui ont fait partie de sa vie utérine. Oui, voilà. Et la naissance, là, c'est une autre aventure qui l'attend.
Et Mélanie, C'est ça. vous vouliez nous parler du choc. Du choc sensoriel, Oui, effectivement, du choc, que c'est aussi. de la naissance, puisqu'effectivement, comme Hélène l'a bien détaillé, il y a beaucoup de stimulation qui se passe en fait in utero. Et finalement, le passage de cette vie utérine, qui est une vie aquatique, au passage vers la vie dans un milieu aérien, finalement, c'est un vrai choc sensoriel, puisqu'en fait, si on détaille un petit peu au niveau des différents systèmes sensoriels, au niveau auditif, finalement, le bébé, il est baigné, alors à la fois dans le liquide, où effectivement les sons sont un peu étouffés, mais en même temps, il est baigné dans un environnement sonore intense. Il entend tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de la maman, donc tout le système digestif, la respiration, les battements du cœur, la voix de la maman, plus les bruits externes qui sont un peu plus étouffés. Mais voilà, il y a à la fois un environnement très stimulant au niveau auditif et en même temps des sons qui sont étouffés. Et finalement, quand il arrive dans ce monde aérien, les sons claquent beaucoup plus et sont beaucoup plus forts et complètement différents. Donc à la fois, il n'y a plus cet environnement sonore permanent et les sons qui sont là sont beaucoup plus puissants. Oui, Voilà. c'est moins tamisé et en bruit de fond. Exactement. Ouais. Au niveau visuel, même s'il perçoit aussi des choses quand il est dans le ventre de sa maman, tout est très sombre en fait. Il y a vraiment des perceptions lumineuses, mais qui sont très légères. Et c'est justement aussi pour ça que ce système visuel se développe en dernier. C'est parce qu'il est le moins stimulé. Et une fois qu'il sort du ventre de sa maman, il arrive dans ce monde très très visuel, très fort en stimulation visuelle, des lumières très claires et souvent finalement dans le bloc opératoire au moment de la naissance, tout est très blanc et c'est très violent, visuellement parlant. Un petit peu comme nous le matin quand on se réveille, on n'a pas envie d'avoir une grosse lumière blanche dans le visage finalement. Voilà. Ça fait partie du choc. Ça fait partie du choc, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'en néonatologie, quand les bébés qui naissent notamment prématurés, dans les services de néonatologie, il y a souvent des appareils qui mesurent en fait les décibels pour alerter le personnel de la néonatologie pour diminuer les bruits en fait. La voix, tous les bruits doivent être le plus faible possible, pour respecter en fait ces bébés, ils sont pas censés être sortis du corps de la maman, et pour respecter en fait leurs besoins. Pareil au niveau de la luminosité, tout est tamisé. On peut placer sur les couveuses des bébés des couvertures pour vraiment qu'il y ait le moins de lumière possible et pas avoir des grosses lumières comme on peut avoir dans un bloc opératoire. Éviter ce choc où ils sont pas encore, le bébé n'était pas encore mature pour donner au monde. C'est ça. Malgré tout, il est là. Et du coup, essayer de recréer un peu la vie. Un environnement plus tamisé, plus doux. Pas recréer la vie utérine, malheureusement, mais au moins qu'ils se sentent moins agressés et qu'il y ait moins de choc, effectivement. Oui. Et puis il y a aussi les autres sens, c'est-à-dire que même au niveau du toucher, au niveau tactile, le passage du milieu aquatique au milieu aérien, c'est finalement un changement thermique au niveau de la température. On passe de 37 degrés à 10 degrés de moins, au moins, voilà, en étant humide. Donc, pareil, nous, en tant qu'adultes, on imagine ce que c'est que cette sensation de sortir d'un bain chaud dans un environnement froid, c'est très désagréable. Ça l'est aussi, finalement, pour le bébé et pour cette peau qui a été pendant 9 mois dans un milieu humide et qui se retrouve aussi agressée, finalement, par cet environnement sec. Et puis, même au niveau, finalement, aussi de toutes les sphères orales, respiratoires, qui changent aussi dans leur fonctionnement. C'est également beaucoup de changements pour le bébé. Et on a également aussi nos deux sens un petit peu moins connus, qui sont la proprioception, c'est-à-dire le sens de la position de notre corps. Finalement, dans le ventre, le bébé est très regroupé, très contenu. Les mouvements sont limités par la paroi utérine. Et quand il sort du ventre de sa maman, le bébé, il se retrouve dans cet environnement où là, il n'y a plus de limites, il y a la gravité qui est là, et donc ça demande beaucoup plus d'efforts de faire des mouvements. Et donc tout ça au niveau de la proprioception, c'est énormément de changements pour ce bébé. Et le dernier sens, qui est le sens vestibulaire, qui est lié donc à l'oreille interne et qui est le sens du mouvement. Finalement, ce sens aussi, il subit beaucoup de changements puisque dans le ventre de la maman, alors le bébé finalement, il bouge un peu dans les 3 plans de l'espace. Il finit les derniers mois la tête en bas,
Mais quand il sort du ventre de la maman, il n'y a plus tous ces mouvements dans les 3 plans de l'espace et il va être soit verticalisé, soit horizontalisé, mais il n'aura plus tous ces changements, toutes ces stimulations. Et c'est notamment pour ça que les bébés finalement sont très apaisés par les bercements, puisqu'ils retrouvent ces sensations de mouvement qu'ils avaient dans le ventre de leur maman. Même quand elle marchait, voilà, puisque finalement c'est du mouvement permanent d'être dans le ventre de sa maman. Voilà. Ouais, Donc dans un environnement très contenu. Voilà. Très contenu Oui. dans la paroi utérine. Donc ça fait quand même C'est quand même beaucoup beaucoup de choc. voilà, un gros choc très sensoriel. Et donc finalement, toutes ces modifications-là vont générer une vraie désorganisation chez le bébé, puisque toutes les expériences qu'il a vécues in utero, finalement, il les a en mémoire, mais tout est désorganisé dans ce nouveau monde, dans ce nouvel environnement. Et donc il va falloir du temps pour ce bébé pour qu'il puisse se réorganiser dans ses sens, dans sa motricité, dans son corps. Et même si c'est pas une page blanche, il y a quand même beaucoup de choses à reconstruire finalement au moment de la naissance. Il lui a vécu des choses différentes et l'environnement est complètement lui étranger au départ. C'est ça. Et du coup, l'importance effectivement de prendre le temps et de considérer cet avant et après la naissance. Et d'essayer de recréer un petit peu artificiellement. Par exemple, quand on donne les bébés aiment bien prendre des bains souvent, parce que quand on les met dans le bain, alors mettant la température à 37, un peu comme dans le corps de la maman, le bébé va retrouver un petit peu ces sensations d'être dans du liquide. Il aime bien être porté, effectivement, regroupé contre sa maman. Même quand il dort, souvent, il aime bien avoir un petit cocon autour pour être justement regroupé. Et ça les rassure. Ça les rassure après la naissance. Ça recrée un petit peu l'environnement qu'ils avaient dans le ventre de la maman. Et je rebondirai sur le fait que c'est un choc pour le bébé, la naissance. C'est un choc pour les parents. Oui, pour les parents. Surtout quand c'est un premier enfant, on passe d'une vie à deux ou seul à un petit être totalement dépendant, parce que le bébé est entièrement dépendant de ses parents et particulièrement de sa maman à la naissance. Il faut s'occuper de cet enfant à tout instant. Et pour beaucoup de parents, c'est une vraie découverte, surtout quand c'est un premier enfant. Les besoins du bébé, on a besoin d'appréhender, de reconnaître les besoins d'un nourrisson, ce qui n'est pas évident. Un bébé, ça pleure, il faut savoir pourquoi. Des fois, on dit qu'il y a toujours une raison, mais des fois, c'est simplement qu'il veut être pris dans les bras. C'est pas forcément qu'il a froid, qu'il a faim ou autre chose. Mais besoin vraiment d'être contenu dans les bras de ses parents. On ne prend jamais trop un bébé dans les bras. C'est vrai qu'on entend souvent faut pas trop le prendre, il va devenir capricieux, il va s'habituer au bras. Non, plus on prend un bébé dans les bras, plus on le rassure et plus on lui assure derrière un développement en adéquation et plus on lui donne confiance en lui. Donc il faut pas hésiter à prendre un bébé dans les bras, il faut pas laisser pleurer un nourrisson pendant de longues minutes. Il faut, dans la mesure du possible, vraiment le prendre dans les bras et le rassurer, puisque c'est ce dont il a besoin. Ouais. Autant le bébé, tout d'un coup, est désorganisé, très immature dans ce monde nouveau, autant les parents peuvent être aussi assez désorganisés. Et en fait, c'est dans l'apprentissage mutuel de cette rencontre, de l'accompagnement du bébé. Ouais. C'est pas inné d'être parent, ça s'apprend. Ben oui. Ça s'apprend chemin faisant. Oui. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Mélanie ? Oui, j'aurais bien rebondi sur la question, on parlait tout à l'heure des bébés prématurés qui naissaient finalement immatures parce que trop tôt. Mais de toute façon, en fait, finalement, même un bébé né à terme, en quelque sorte, il est immature, puisque finalement, la maturité de l'enfant aboutit bien plus tard. Donc, de toute façon, même un bébé, finalement, né à terme, même si, encore une fois, il est riche de ses expériences in utero, son développement n'est pas encore complètement abouti. Il y a encore des choses à développer. Mais il a aussi ses compétences qui sont là. Il a de nombreuses compétences en place qui sont à la fois liées à ses expériences, mais aussi qui sont là de manière innée. Il a son équipement finalement neuromoteur
qui est déjà en place, avec notamment des connaissances noyaux. Ces connaissances noyaux, ce sont des connaissances qui sont déjà en place finalement dans le système cognitif du bébé et qui lui permettent déjà de pouvoir appréhender des choses qu'il n'a jamais vues quand il les découvre. Alors, juste peut-être redire, les connaissances noyaux, c'est vraiment les connaissances que le bébé a déjà... Qui sont déjà en place, oui. Oui, qui font partie de son équipement de base, entre guillemets, qui sont déjà là et qui lui permettent d'avoir certaines intuitions dans l'observation de son environnement. Certaines études ont été faites chez des bébés en maternité, permettant de montrer que les bébés pouvaient percevoir des similarités de forme, de quantité. Alors de quantité, pas en dénombrement, pas dénombré 1, 2, 3, 4, 5, mais ils sont capables déjà, à quelques jours de vie, de faire la distinction entre de petites quantités et de grandes quantités qu'on leur montre. Ouais, voilà. En termes de volume. Exactement. Volume important, voilà. petit. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des connaissances noyaux. D'accord. Voilà, qui sont déjà installés dans leur système cognitif. Donc il y a tout ça qui est déjà en place, et puis ils ont beaucoup de compétences, et notamment, Hélène en parlait tout à l'heure, de cet attrait à l'environnement et aux relations. Et effectivement, le bébé est né avec une attirance naturelle pour le visage humain, pour un attrait naturel à la relation, où on peut voir apparaître finalement des capacités d'imitation déjà chez le bébé qui vient de naître, imitation d'un sourire, imitation de tirer la langue par exemple, des choses qui existent et qui sont déjà là, qui sont des prérequis finalement pour développer plus tard la relation et la communication. Et tout ça, c'est vraiment des noyaux de base qui sont indispensables et qui permettent de favoriser l'attachement finalement entre le parent et son bébé. C'est une notion importante quand même. On sait aussi que ce qui va intéresser le plus le bébé, c'est un visage versus un objet. Et ce qui va intéresser encore plus le bébé, c'est un visage de quelqu'un qui lui parle, versus qui ne parle pas, et alors qui lui parle à lui, versus qui parle à quelqu'un d'autre, au téléphone, etc. Et donc déjà, on voit que là, par rapport à ce qu'on peut aussi penser, bien sûr, on parlera aussi des écrans, mais de tout ce qui va être adressé au bébé, directement à lui. C'est ce qui va le plus l'intéresser et le plus le motiver pour entrer en relation et développer toutes ses compétences. Voilà. Donc là, déjà, ça montre aussi qu'est-ce qui va être important pour ce petit bébé qui arrive. C'est tout ce qui va être vraiment en relation et de s'adresser à nous. On le voit très vite dans le développement dès le premier mois de vie, le bébé commence d'abord à sourire, un peu ce qu'on appelle le sourire aux anges, mais vers 1 mois de vie, il commence à avoir ce qu'on appelle les sourires-réponses. En fait, quand quelqu'un lui sourit, en fait, il imite, il sourit en retour, et on voit vraiment des bébés où quand ils entendent, pareil, la voix de quelqu'un, une voix qu'il reconnaît, de sa maman, de son papa, de l'entourage, où ça va le faire réagir, le faire sourire. Et vraiment, des fois, il y a des parents qui disent « oui, mais il parle pas, il répond pas ». Si, en fait, le bébé répond à sa manière. Quand on lui parle, il sourit, il va faire des vocalises, et il va y avoir quand même un échange. Moi, je pose souvent la question aux parents pour le sourire-réponse. Est-ce qu'il vous sourit quand vous lui souriez ? Et est-ce qu'il vous répond ? Alors, des fois, ça étonne un peu les parents, mais oui, il y a des parents qui le comprennent très bien. Et oui, effectivement, il répond parce qu'il va faire une réponse à la sollicitation. Il va sourire et faire un petit bruit pour montrer à son papa, à sa maman, à son frère, à sa sœur qu'il est là et qu'il a compris qu'on le sollicitait. Alors, j'ai une question. Je vais vous la poser tout de suite. Ça concerne Mélanie. Vous avez parlé des connaissances noyaux. Une personne souhaiterait savoir si les connaissances noyaux peuvent être améliorées à l'aide de petits exercices. Je pense que c'est une question un peu délicate. En réalité, oui, puisque ces connaissances noyaux, c'est sur ces connaissances-là que s'appuient plus tard les apprentissages qui vont se développer. En fait, les expériences du bébé vont s'appuyer sur ces connaissances noyaux
pour développer ces connaissances de base là. Après, c'est pas forcément nécessaire de venir entraîner le bébé sur ces connaissances-là, parce qu'en fait, lui, il va le faire de lui-même dans ses observations, dans tout l'intérêt qu'il va développer à son environnement, dans toutes ses expériences, voilà, qu'il va pouvoir faire et ses explorations de son environnement. Donc il y a ce qu'on appelle la stimulation, où il faut interagir avec son bébé, faire des choses avec lui. Le bébé ne peut pas être posé dans un lit, dans une chambre, tout seul toute la journée. Mais je dirais qu'il faut quand même être vigilant à ne pas hyper stimuler non plus son bébé. Des fois, il y a des gens qui veulent trop bien faire, c'est pas toujours un bon sentiment, et où en fait, ils vont utiliser beaucoup de livres, d'objets, où ça peut hyper stimuler le bébé. Où en fait, le bébé, surtout quand il est tout petit, ce dont il a besoin, c'est d'être avec son parent, d'entendre, de voir, donc de la voir avec soi dans la cuisine, quand on cuisine, dans le jardin, s'il fait beau, quand on fait quelque chose, mais sans là, on arrive à la période de Noël. Souvent, les parents demandent qu'est-ce qu'on offre à un bébé qui a quelques mois. En fait, il n'a pas besoin de grand-chose, il a besoin de son entourage familial, et c'est ça qui va l'aider à se développer. Il n'y a pas besoin d'exercice comme le demandait la personne. C'est ne pas l'isoler, rester auprès de lui et lui faire partager la vie familiale. Rien que de sortir un bébé, quand il sort se promener dans sa poussette, il y a énormément de stimulation, il y a la lumière du soleil qui change avec les nuages, il y a les feuilles des arbres qui bougent, même si on a l'impression qu'il n'y a rien, le vent, des bruits différents, et tout ça, en fait, ça crée une stimulation pour l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la stimulation où l'enfant a besoin de vivre des choses et la surstimulation où on va avoir plein d'objets, de jeux qui font souvent du bruit. Il faut avoir un juste milieu dans tout ça. Vous disiez en préparant l'émission, effectivement, à l'approche. Oui, à l'approche de Noël, parce que aussi, attention, le bébé n'a pas forcément besoin d'un objet. C'est le premier Noël du bébé aussi. On a envie toute la famille a envie de faire un cadeau à ce bébé, mais finalement, à quelques mois, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a surtout besoin de sa famille. Ouais. Et puis, on voit aussi que ces compétences, comme on le disait, elles sont inscrites dans une maturation qui va suivre son cours aussi de façon tranquille, sans difficulté, et que le rôle du parent, ça va être vraiment d'apporter un cadre sécure, suffisamment riche. Mais ça, c'est une vraie question. En effet, l'idée, c'est pas de laisser le bébé toute la journée tout seul. Il va faire les choses par lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'il va les faire tout seul dans son coin. Voilà, et ça, c'est vraiment pour les parents aussi un juste milieu à trouver. Les parents souvent sont inquiets de ne pas suffisamment stimuler leur bébé, de trop stimuler leur bébé, et ça, c'est vraiment une vraie question qu'on entend beaucoup. Et on a envie de dire aux parents aussi de se faire confiance et de faire confiance à leur bébé. Ils savent décoder leur bébé et parfois on a le droit de ne pas savoir aussi comment ça se passe. Mais l'idée, ça va être vraiment d'accompagner le bébé dans son développement plutôt que de le stimuler pour qu'il continue à se développer. Il va se développer, il a besoin d'une relation sécure et d'être avec ses parents. Et en fait, comme vous disiez, tout va se passer dans les petits moments du quotidien. En fait, avec un bébé, surtout un bébé qui vient de naître, tout va se passer dans les petits moments du quotidien et notamment autour du corps de ce bébé. Et peut-être on peut aussi revenir un peu sur cette question-là. Ce qu'on disait, donc le bébé, in utero, le fœtus, il va bouger, coordonner, et puis ensuite la naissance arrive. Il est dans la pesanteur, dans ce choc sensoriel, et il va lui falloir beaucoup de temps pour se réorganiser. Et il va falloir notamment à peu près 6 mois pour que le bébé de lui-même sache se regrouper, alors qu'il était regroupé. Et ce regroupement-là, donc ça va prendre énormément de temps. Et qui va regrouper le bébé pendant toute cette période avant qu'il puisse le faire par lui-même? C'est le parent. Et donc, comment le parent va être attentif à ça? En fait, souvent, les parents le font très naturellement, et notamment pendant le portage. On sait qu'on va porter un bébé enroulé, parce que d'expérience, le parent va tout de suite sentir que c'est comme ça que le bébé va se détendre et va pouvoir se poser, se stabiliser
mettre en place les échanges de regards, ouvrir ses petites mains, et que c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc, ça se fait de façon assez naturelle dans les bras. Et après, il y a plein de façons quand on va prendre son bébé, du plan de change, quand on va l'installer sur son petit tapis d'éveil. La façon aussi dont le parent va pouvoir accompagner la motricité de son bébé, de là où il en est. Donc peut-être ça, on peut Mais le oui, voir parce avec que notre Hélène, famille. vous avez amené... Oui, enfin, c'est... On a un petit peu délaissé d'ailleurs. amené Réceptionné. un poupon. Donc ce bébé a été un petit peu délaissé depuis Voilà, le début. bah, Hélène, vous allez nous montrer un petit peu au niveau de la gestuelle comment accompagner les... Oui, tout à fait. Et puis peut-être aussi dire que un bébé, ça bouge. Et c'est très très bien, tant mieux. Il faut qu'un bébé, ça bouge. Et un bébé, même tout petit, même quand c'est pas encore coordonné, le bébé, il va bouger ses bras, il va bouger ses jambes, il va bouger ses troncs. Et donc ça, c'est super. Et c'est très très bon signe d'avoir un bébé qui a plein de moments où il va bouger. Oui. Le bébé, il va adorer tous les moments où le parent va être à proximité de lui, peut-être qu'il va bien le voir, lui parler, et en plus on va s'occuper de son corps, donc on va le toucher, le changer, avoir une attention toute particulière pour lui à ce moment-là, et ça, le bébé va évidemment adorer ça. Et on peut profiter de tous ces petits moments de transfert, quand on va le changer de fini, qu'on va le prendre après avoir habillé, pour en fait accompagner dans le sens du mouvement votre bébé. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on pourrait le prendre un petit peu comme ça, aller là, pour que le bébé il tient pas encore sa tête, ça va pas l'intéresser beaucoup ce mouvement-là, voire même pour lui il va pas très bien comprendre et il va pas pouvoir surtout participer. Si on va un petit peu avec le bébé, le tourner sur le côté. Ça, c'est un des premiers mouvements qu'il va savoir faire. Hein. Le bébé, c'est se tourner sur le côté. Et puis de là, hop, on peut venir le prendre, voilà, et l'amener en portage, ou ventral, ou en berceau. On va avoir différents portages. Mais l'idée, ça va être d'accompagner le bébé de là où il peut, là où il en est, parce que comme ça, il va pouvoir participer. Il va être actif dans ce mouvement, acteur. Et donc, on a vu tout à l'heure... qu'est-ce qui va faire qu'un bébé va s'approprier son acquisition? C'est qu'il va se voir être autonome, le faire lui, le faire de plus en plus. Et donc pour lui, c'est hyper intéressant qu'à chaque fois qu'on le prend, on le fait participer. Et de la même manière, quand on veut réinstaller son bébé, c'est aussi intéressant de passer par le côté. Donc là. C'est vraiment accompagner le mouvement, avec le bras, la main. Oui, tout à fait. Le bébé, à l'intérieur du ventre de sa maman, il a cette position regroupée. Donc l'idée, ça va être vraiment de l'accompagner, de le soutenir de la tête jusqu'au bassin. Hop. Voilà. Le bébé ne tient pas encore très bien sa tête vers l'arrière, mais vers l'avant, c'est beaucoup plus facile pour lui. Voilà. Ce portage-là, le portage, on dit en panthère, ou sur le ventre, c'est un portage que je sais que dans les PMI, vous en parlez beaucoup, et nous aussi, parce que les bébés l'aiment beaucoup, parce qu'il y a un contact aussi au niveau du ventre. Et tous les bébés, ils ont aussi, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, du choc du système digestif. Ouais, oui. Ça aussi, c'est un sacré choc, parce qu'il passe d'une alimentation en continu à une alimentation fractionnée avec des digestions, et ça, c'est un grand challenge pour le bébé. Et donc, il faut que ça se mette en place et ça peut travailler beaucoup. Et ça, c'est un portage que les bébés aiment bien. Ils ont des coliques qu'ils aiment beaucoup être portés sur le bras, donc avoir vraiment sur le ventre. Et là, le bébé, il n'a aucun effort trop coûteux pour lui à faire. Tout ce qu'il a à faire, il est capable de le faire. Là. Et il a sa tête qui est déposée, il peut regarder ce qui se passe, son dos est bien appuyé, et là, il est tranquille. Voilà. On peut aussi... un portage plus classique qu'on connaît, c'est ce portage-là, qui, en tout cas, soutient encore le bébé du sommet de la tête jusqu'aux fesses, jusqu'au bassin, et dans lequel il est regroupé. Voilà. Donc, c'est vraiment ces portages-là qui vont être intéressants. Il y a aussi des parents et des bébés qui aiment beaucoup le portage en petit Bouddha. Il y a aussi beaucoup de succès. En tout cas, une surface de contact quand même importante avec le corps du parent.
Ça, on le à chaque verra fois. après plutôt dans les étapes de développement. Mais le bébé, il va développer son tonus axial, donc au niveau de l'axe de son corps. Vraiment, il va tenir au début sa tête, puis le haut de son dos, puis le milieu de son dos, puis le bas de son dos, quand il pourra tenir assis et après se mettre debout jusqu'à son bassin. Donc vraiment, soutenir la tête du bébé tant qu'il ne la tient pas par lui-même, c'est très très important. Voilà. Donc on va essayer d'éviter ce genre de choses qui, pour le bébé, là, il a aucun point d'appui. On voit bien que c'est une position qui est pas physiologique et il va en général dans ce moment-là se mettre Avoir en la arrière. tête Voilà. On va plutôt vraiment partir en arrière, en Ouais, extension. tout à fait. Oui. Et puis Ouais. il se sent Donc ça pas crée contenu. une distorsion. Oui, c'est un moment qui est pas une agréable. extension. Ouais, Une extension. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ce petit bébé. Et ce bébé, il est là, celui-là, il ne bouge pas. En vrai, évidemment, c'est pas comme ça. Il bouge, et puis il va avoir son propre style aussi. Il y a des bébés plus ou moins toniques, des bébés qui aiment tel portage, tel. Et ça, comment il va le faire comprendre? Il va le faire comprendre en bougeant, il va le faire comprendre avec son corps. Et de la même manière, les parents, on a tous, nous aussi adultes, notre propre style tonique. Donc, il y a des parents qui vont être plus à l'aise, qui vont se sentir, qui sont plus ou moins, qui ont des postures différentes. Et donc, ça, c'est un ajustement, en fait, qui va se passer entre le bébé et son parent. Et c'est un super chouette ajustement, parce que c'est comme un dialogue, en fait, un dialogue de corps à corps, un dialogue de tonus à tonus, qui va se passer entre le bébé et son parent. Et puis, le bébé, il n'a pas qu'un parent ou qu'une personne qui va s'occuper de lui. Il a aussi parfois un coparent. Et donc, parfois, on voit aussi... Comment on passe un bébé Voilà. Et donc, le bras bébé, il va vivre de son encore aussi parent un à un changement d'une personne à une autre personne. Et quand on fait ce changement, on va essayer aussi de... je vais peut-être mettre de façon à ce qu'on voit, mais on va aussi garder cette position enroulée. Et voilà. Et ce qu'on n'a pas fait là, parce qu'on parle en même temps, mais c'est qu'on parle au bébé. C'est ça. Mais là, c'est difficile de faire en même temps, mais on lui parle, on lui dit ce qu'on va faire, et lui, il nous répond. Et là, on lui dit aussi ce qui va se passer pour lui, de façon à ce qu'il puisse être acteur. Plus il va pouvoir anticiper ce qui se passe, plus il va être acteur, moins il va subir. Et voilà. Et plus il va être tranquille pour aller développer ses compétences. Moi, c'est très important de lui parler pendant tous les petits gestes du quotidien, le change, la toilette, le bain. Certes, c'est des gestes de soins, mais c'est tout un moment d'échange en fait avec le parent qui fait ses soins. Et c'est très important de lui parler, de lui expliquer ce qu'on va lui faire. C'est ce qu'on fait tout aussi en consultation. Quand on est amené à aller changer de position, on dit là je vais te mettre sur le ventre, là on va faire ça. C'est vraiment important de parler en permanence au bébé qui va très rapidement comprendre quelque part ce qu'on va lui faire et pour qu'il ne soit pas surpris quelque part d'accompagner le d'un mouvement changement. par le langage, par la parole. Et c'est une communication qui s'établit aussi comme ça, parce que le bébé ne peut pas parler, mais il entend. Il entend et il va répondre à sa manière. Il est sécurisé parce qu'on lui dira au fur et à mesure ce qui se passe, ce qui va se passer. On fait aussi dans le langage. Il va faire le lien entre ce qui vit dans son corps et les mots qui sont employés. Le ton aussi. On va vivre un moment agréable, on va faire le bain, et le confort qu'on nous procure aussi en veillant à ce que la position soit bien, à pouvoir l'ajuster. Donc ce dialogue entre les corps, entre le tonus des parents, de celui qui accueille l'enfant, qui le berce, qui le porte, et le bébé lui-même, qui peut aussi manifester... Et d'ailleurs, ce dialogue, il a déjà lieu dans le ventre. Complètement. Un mouvement d'extension du bébé va être contenu par la paroi utérine. Donc il y a déjà un dialogue de corps à corps, de tonus à tonus. C'est déjà in utero. Et puis, même au-delà de ça, il y a aussi le dialogue des émotions, finalement, puisque autant in utero que dans les bras, le bébé perçoit aussi les émotions du parent ou de la personne qui le porte, parce que nos émotions vont induire en fait une modification de notre tonus, donc de notre état finalement corporel et musculaire. Et ça, le bébé, il y est sensible, et même le fœtus déjà in utero, il y est sensible. Donc effectivement, quand on dit que le fœtus perçoit les émotions de sa mère, c'est aussi par tout ça. Il va y avoir une modification de l'état corporel de la maman, de son rythme cardiaque, etc. Autant de choses que le bébé perçoit, que le fœtus perçoit, et que le bébé perçoit une fois qu'il est né. Quand il est dans les bras de la personne qui le porte, on a beau essayer de
masquer nos émotions. Tout ce qui passe par le corps, on ne peut pas le masquer, le bébé le ressent. Parce que, effectivement, forcément, ça génère une modification de notre rythme cardiaque, de notre manière de porter, de notre tonus. Le bébé, tout ça, il le ressent. Certains disent qu'un bébé est une éponge. Oui, c'est exactement ça. Il absorbe C'est tout à fait ça. les choses en lui qu'il perçoit. C'est ça, voilà. Oui, je voulais juste compléter autour du portage. Hélène avait mis une petite vigilance sur le portage. Sur la question du petit portage en panthère, je mettrais juste la vigilance à éviter le portage trop droit, justement, qui peut être des fois aussi, on peut passer rapidement de la panthère à ce portage qui est beaucoup plus verticalisé et qui là par contre va générer beaucoup plus de tension pour le bébé au niveau de son dos, parce que là il en appuie complet au niveau de son bassin finalement. Donc tout le poids est sur le bassin alors que le dos n'a pas encore le tonus pour tenir le dos. Et en plus de ça, du coup les jambes sont pendantes et c'est pas confortable. Voilà. Pensez d'ailleurs au porte-bébé. Oui. C'est vrai qu'on en Exactement. Parlé, mais là, ça paraît. Mais j'y pensais. Voilà, complètement. Porte-bébé dont certains sont pas suffisamment physiologiques. Complètement. Et donc justement, dans le porte-bébé, d'ailleurs comme dans les bras, c'est vrai qu'on n'a pas montré cette position, mais face au porteur, le bébé peut être porté tout à fait comme ça. Alors on sera vigilant à ce que la tête, le nez soit bien dégagé finalement, pour qu'il ait les voies respiratoires dégagées et qu'il ait toujours les jambes regroupées, c'est-à-dire le genou un peu plus haut que les hanches, pour être dans cette position. Pour mon bébé, n'est pas très coopérant, mais Au-dessus des hanches. genou un peu au-dessus, un peu plus haut que les hanches, les bras bien regroupés près de son visage, et là il a une position tout à fait physiologique, tout à fait confortable, autant dans les bras que dans le moyen de portage, que ce soit une écharpe ou un porte-bébé. Et là c'est la position idéale puisqu'on voit que le dos est bien enroulé et donc libéré de toute tension puisque tout est au niveau finalement des genoux. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des porte-bébés en préparant l'émission, mais c'est important. Il y a beaucoup de marketing autour des portes, des porte-bébés. Et il faut être vigilant à prendre le temps de se renseigner avant d'acheter un porte-bébé. Pas prendre forcément le plus joli, le plus à la mode. Mais parfois, c'est des choses assez simples comme les écharpes de portage, alors qu'il faut savoir installer et qu'il faut savoir régler la tension. Mais il faut bien réfléchir et il existe des monitrices de portage qui peuvent apprendre aux parents à installer le bébé dans le porte-bébé et à les aider à choisir aussi en fonction de l'âge de l'enfant, du développement de l'enfant, des besoins de chacun, le meilleur porte-bébé et apprendre à bien installer son bébé dans le porte-bébé. C'est vraiment important. Oui. Mais je l'ai dit, moi, dans les services de protection maternelle infantile, on peut aussi être conseillé. Oui, on peut être sur conseillé, la manière de porter bien son évidemment, bébé, d'être assuré si on ne sait pas dans trop, les services, mais aussi à domicile par les infirmières puéricultrices qui se déplacent aussi bien sûr à domicile totalement gratuitement. C'est un service du département sur demande, sur rendez-vous. Toute famille qui accueille un bébé reçoit une mise à disposition du service de protection maternelle infantile de proximité avec les numéros et les noms des puéricultrices, des médecins, en fonction du secteur d'habitation des parents. Donc il ne faut pas hésiter pour tous ces conseils, justement, de portage et bien d'autres conseils, à les solliciter ou venir en consultation de PMI. Les pédiatres aussi sont souvent... Parce que vous, Julie, médecin, vous faites aussi des consultations gratuites. Oui, moi je fais des consultations les bébés pédiatriques préventives. En fait, ce n'est pas des consultations de soins proprement parlé où on ne va pas venir me voir parce que l'enfant est malade, comme on peut aller sur un rendez-vous d'urgence chez le médecin généraliste ou chez son pédiatre, aux urgences. Nous, on fait des consultations programmées, en fait, donc à 15 jours, à 1 mois, à 2 mois. Il y a des âges un peu clés pour justement suivre tout ce développement de l'enfant. Alors, on assure aussi les vaccinations, bien évidemment, et accompagner les parents dans leur parentalité et accompagner les parents justement à chaque étape, en fait, chaque nouvelle étape du développement, leur donner un petit peu une boussole sur ce qu'on attend d'un bébé. Alors, ce qu'on attend, ça met beaucoup de pression. J'en profite d'ailleurs pour parler du carnet de santé. Alors, on a un nouveau carnet de santé qui est arrivé, récemment, alors qui est
d'un côté très complet, mais d'un côté qui peut être un petit peu angoissant pour les parents. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a beaucoup de cases à cocher par rapport à celui qu'on avait avant. Il y avait déjà quelques cases à cocher, mais là, il y a vraiment beaucoup de cases à cocher. Et c'est pas parce que toutes les cases ne sont pas cochées oui que l'enfant a forcément un problème, en fait. Il faut... ça reste une manière de savoir où il en est dans son développement. C'est aussi, si c'est pas le même médecin qui voit le bébé la fois d'après, ça permet de savoir où il en était dans son développement la fois d'avant. Mais moi j'invite les parents à ne pas paniquer si toutes les cases ne sont pas sur le oui. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment quand même beaucoup de pression sur cet enfant dont on attend. Voilà, c'est oui, non. Il n'y a pas de en cours d'acquisition. Alors nous on le rajoute souvent à la main en cours d'acquisition. Et c'est vrai que ça peut générer un peu d'angoisse chez les parents. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher s'il y a des angoisses, à se rapprocher de son médecin, de la puéricultrice, de la psychomotricienne, si il voit la psychomotricienne, mais il ne faut pas rester avec des angoisses, et c'est pas parce qu'il y a une case qui est cochée non que c'est dramatique. Il faut respecter aussi le rythme de chaque enfant. Alors c'est sûr que nous en tant que médecin, on a des âges un petit peu d'alerte sur les différentes acquisitions. On se dit si vraiment à cet âge-là il ne fait pas ça, on va être vigilant, et on va pouvoir être amené à mettre en place de la psychomotricité ou de la kinésithérapie par exemple. Ça dépend de beaucoup de choses, pour aider un bébé qui va être un petit peu en retard, comme on dit, dans son développement, parce qu'on sait qu'avec la plasticité cérébrale, en fait, plus tôt on va aider un bébé, et certainement moins longtemps il aura besoin d'aide, justement. En préparant l'émission, vous accordiez toutes les trois à dire combien un petit coup de pouce, quelquefois de façon très précoce, sur un bébé, pour accompagner un bébé et les parents, peut être vraiment un déclencheur aussi de progression. À un moment donné où le bébé, mais vous disiez, chaque bébé a son rythme, et je disais bien, tout le développement de l'enfant n'est pas quelque chose d'établi, il y a pour tous les enfants de la même manière. C'est une fourchette, il n'y a pas de programmation. C'est une fourchette d'acquisition. Par exemple, une des grandes acquisitions attendues beaucoup des parents, de l'entourage, c'est la marche. C'est la marche. Voilà, on est très fiers quand un bébé marche, quand un enfant marche tôt. Sauf qu'en fait, la fourchette d'acquisition de la marche, globalement, c'est entre 9 mois et 18 mois. Mais il y a des enfants qui vont marcher. Alors c'est assez rare, mais ça arrive. Il y a des petits bébés qui marchent des fois à 7 mois. C'est assez incroyable d'ailleurs de les voir. Et parfois, il y a des bébés qui vont marcher un peu plus tard. Alors on va être très vigilant, effectivement, si à 18 mois, l'enfant, alors ça dépend si c'est un enfant qui se met debout et qui commence un peu à se déplacer avec les meubles, ou si c'est un enfant qui ne se met pas du tout debout. C'est vrai qu'on va avoir une vigilance, en tout cas, surtout en tant que médecin, sur le fait qu'à 18 mois, il ne marche pas, mais c'est pas parce que le jour de ces 18 mois, il ne marche pas. Voilà, c'est une petite alerte en disant il faut être vigilant, mais il y a des enfants des fois qui marchent un petit peu plus tard, et pour autant derrière ils ont un développement parfaitement normal. Donc il faut pas, c'est pas des cut-offs, il faut se laisser un peu le temps et vraiment prendre conseil auprès des professionnels de santé qui entourent la famille. Oui, et ne pas céder à cette pression qui peut être de la famille, de la société. Oui, et puis finalement c'est pas tant l'âge auquel l'enfant va avoir cette acquisition-là, mais c'est plutôt la manière en fait dont il y est arrivé, toutes les étapes précédentes qui sont par lesquelles l'enfant en fait sera passé, et c'est ça qui va nous intéresser. On va peut-être projeter maintenant une diapositive sur la frise d'évolution du bébé, en tout cas de la naissance à la marche, pour parler un petit peu des différentes étapes. Alors, à l'écran, vous voyez là les étapes du développement, et vous allez voir très rapidement, si vous la voyez, il n'y a pas d'âge sur ce visuel. Et c'est volontaire. Oui, et c'est volontaire, voilà. C'est volontaire, ça a été choisi volontairement, sans âge. Oui. Pour éviter justement cet effet entre guillemets pression, et comme je disais, on n'attend pas une acquisition à un âge,
même si bien sûr, il y a quand même des vigilances à avoir, puisqu'effectivement, voilà, il y a des âges au moment où on va s'inquiéter, mais c'est pas le premier indice. Le premier indice, c'est comment l'enfant fait les choses, et c'est pour ça qu'on n'a pas mis d'âge sur cette frise-là, et qu'on voit bien la succession de toutes les étapes par lesquelles le bébé va passer de cette position finalement sur le dos initiale, qui est la première position que connaît le bébé dans sa vie ex-utéro, voilà. Et donc de la position du dos jusqu'à la marche, toutes ces étapes-là. Et moi, j'ai envie, je sais pas si on a le temps un petit peu, mais d'insister peut-être un peu sur cette première position et sur justement, parce que là, on est passé finalement du moment là où l'enfant arrive, ce choc et ce bébé, voilà, à qui on commence à s'adresser, à accompagner dans l'échange. Et en fait, à un moment, ce petit bébé, il va de plus en plus bouger et il va avoir très tôt aussi l'envie de pouvoir bouger par lui-même aussi, hors des bras de ses parents. Et c'est là qu'on va penser au petit tapis d'éveil qui est un indispensable, peut-être la seule chose un petit peu indispensable, mais si on a un plaid, une couverture, un tapis de yoga, ça fera très très bien l'affaire. Pas besoin de faire des folies, mais en tout cas, même le lit du parent dans les tout premiers temps avant que le bébé se retourne et risque de tomber, voilà, que ce bébé il puisse à un moment bouger. Et dans la frise, on voyait bien ce bébé, il était sur le dos et il n'avait pas d'arche, il n'avait pas de transat qui le berçait, il n'avait pas toute une montagne de jouets autour de lui, il était sur le dos. Et le premier jeu du bébé, c'est son corps, en fait. Oui. Et c'est cette proprioception dont a expliqué Mélanie tout à l'heure, c'est-à-dire je bouge, et je sens la position de mon bras dans l'espace, et je grandis un peu, et je peux faire un nouveau mouvement, et là, je sens que ça m'amène, et je vois ma main, et il se passe plein de choses. Le bébé va, toucher ses jambes, toucher ses cuisses, tout ça, ça va enrichir vraiment beaucoup son panel d'expérience, va lui donner bien confiance en lui. Et donc, le bébé, il a besoin de passer du temps sur le dos, tranquillement, dans une position qui n'est pas coûteuse pour lui, en présence de son parent, qui va jouer avec lui, et aussi parfois tout seul. La capacité à jouer seul, elle va être très différente selon chaque bébé, mais elle va aussi dépendre des expériences aussi qu'on va lui proposer. Et le bébé, il n'a pas besoin d'avoir 50 000 jouets autour de lui. On parlait de Noël tout à l'heure. Il n'a pas besoin d'avoir 50 000 jouets autour de lui, mais il a besoin d'avoir des expériences de plaisir partagées avec son parent. Il a besoin qu'on lui chante des chansons, qu'on lui lise des livres, qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui parle de sa journée, peu importe un petit peu, tant que c'est ce que le parent a plaisir à faire. Chaque parent a son style, va avoir envie de partager des choses, de sortir, de se promener dans les bras dans la maison. Et ça, c'est des expériences qui vont apporter beaucoup au bébé. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées finalement, mais il y a besoin d'y être. Et parfois, c'est pas facile d'y être. On peut aussi passer le relais dans ces moments-là. Mais voilà, c'est de ça dont le bébé a besoin. Et ces premières périodes-là, elles sont très importantes. On ne peut pas s'attendre d'un bébé qu'il engage son développement psychomoteur, qu'il fasse du 4 pattes, s'il n'a pas aussi passé ces étapes. Ces étapes, on va voir, elles vont s'imbriquer les unes sur les autres, en fait. Vraiment. Et donc, ça commence vraiment du regroupement initial à la capacité de pouvoir bouger, le fait qu'on laisse le bébé bouger, qu'on favorise ses mouvements avec des habits souples, avec un environnement adapté où il va pouvoir en conscience bouger. Et ça, c'est très important. Et on peut tout inventer chez soi. On entend souvent, on a des chiens, des chats, oui, mais par terre... il y a des parcs. Les parcs, c'est pas du tout un problème pour un bébé. Le bébé dans le parc, il peut bouger. C'est pas comme dans un transat. Bon, là, il va pas pouvoir bouger. Le transat, ça peut être utile pour digérer, mais faut avoir conscience que c'est pas un espace où le bébé peut bouger. Et le bébé, il a besoin de bouger tout son corps. Mais c'est vrai que les bébés sont souvent... les parents ont souvent tendance en voulant bien faire, bien évidemment, à acheter le transat qui se balance, plein de choses dans le lit, le petit coussin pour la tête, le cale-bébé. Et en fait, c'est surtout sur ce qui entrave ces mouvements. En fait, le bébé, comme disait Hélène, il a besoin de bouger. Et c'est plutôt le fait d'être entravé dans ces mouvements, dans le cosy, dans le transat, ça va l'empêcher en fait
d'acquérir voilà, toute la motricité qu'il doit acquérir. Et chaque étape chaque nouvelle étape, en fait, est un précurseur de la prochaine étape. Parce que, on l'a vu dans la frise, voilà, la première chose un petit peu qu'il fait, c'est de se retourner sur le ventre. Et une fois qu'il va être sur le ventre, après, il va commencer un peu à se mettre en position de 4 pattes. Donc, au début, voilà, il bouge un petit peu comme ça. Après, il va pouvoir commencer à se déplacer. Du 4 pattes, il va se redresser, il va s'asseoir. De la position assise, il va passer par ce qu'on appelle la position du chevalier servant pour se mettre debout. Et après, développer sa marche. Et chaque étape, en fait, est importante. On peut voir parfois des parents qui veulent apprendre à leur bébé, par exemple, à marcher ou à se mettre debout. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'apprend pas à un bébé. Voilà, c'est une acquisition. Et on voit des parents qui, pour les aider à se mettre debout, vont les prendre par les bras un peu et les tirer. Et puis les faire marcher un peu en les suspendant. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même éviter. En fait, il faut respecter les étapes d'acquisition du bébé et il faut de manière générale éviter de mettre de manière prolongée en tout cas un enfant dans une position en fait qui n'est pas capable de prendre seul. Alors, par exemple, mettre un bébé sur le ventre, alors on peut le mettre bien évidemment quand on le change et puis c'est même recommandé quand il est tout petit de le mettre quelques minutes sur le tapis d'éveil ou ailleurs sur une surface adaptée un petit peu sur le ventre, mais par contre on ne couche pas un bébé sur le ventre, notamment parce que comme c'est pas une position qu'il sait prendre naturellement, ça veut dire qu'il n'a pas le tonus nécessaire. Et j'en profite pour parler de la mort subite du nourrisson. En fait, de coucher un bébé sur le ventre, c'est un très très gros facteur de risque de mort subite du nourrisson. Donc, tu disais au niveau de la trachée. Oui, parce que voilà, pour dormir, on peut le mettre quelques minutes sur le ventre. Oui. Effectivement, tu fais bien de préciser, sous surveillance, mais sous surveillance quand vraiment il est tout petit, quand il a 1 mois par exemple, c'est sous surveillance, c'est pas il est sur le tapis d'éveil et puis je lis un livre ou je fais autre chose, c'est je le regarde puisque en position ventrale, il y a déjà le risque que le bébé s'étouffe tout simplement dans le matelas, surtout si c'est sur un matelas non adapté. Et puis ça diminue le flux carotidien, l'appui du matelas va reculer le massif facial, fermer les voies aériennes. Il y a énormément de choses qui vont favoriser. Physiologiquement, le bébé ne peut pas. Quand il est tout petit, non, c'est pas une position où il est capable de survivre. D'être sur il faut vraiment être vigilant à ça. Par contre, à partir du moment où le bébé sait se retourner tout seul, c'est vrai qu'il y a des parents, à l'inverse, qui on leur a bien dit qu'il fallait qu'ils dorment sur le dos, donc ils sont très vigilants à ça, et qui vont s'inquiéter en disant mais maintenant il se retourne alors il se dort sur le ventre. À partir du moment où l'enfant est capable de se retourner tout seul, en fait, c'est que il a acquéri il pourra. et il peut dormir à ce moment-là sur le ventre. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de respecter les étapes de développement et de ne pas vouloir aller trop vite. Et là, tout à l'heure, une personne parlait d'exercices à faire. Alors oui, quand on va chez un professionnel formé, comme la psychomotricienne ou la kiné, oui, là, il va y avoir des exercices, mais c'est dans des cas très particuliers et avec des professionnels. Et voilà, il faut respecter ça. Et j'en profite pour un petit focus, on en a parlé pendant qu'on préparait l'émission, sur les magasins de puériculture. Les magasins de puériculture, il n'y a pas de puéricultrice dans les magasins de puériculture, ce sont des vendeuses et des vendeurs. Et souvent, on trouve énormément de choses dans ces magasins qui ne sont pas du tout physiologiques. On trouve des espèces de systèmes pour suspendre les enfants, pour leur apprendre à marcher alors même qu'ils ne savent pas tenir debout. On peut parler toutes sortes de matériel plus sophistiqué et totalement inadapté en fait. Par exemple, le grand best-seller d'il y a quelques années, maintenant le message passe, mais c'est le trotteur. Le trotteur, qui est cet objet où on met l'enfant debout, où il y a des roues, et en fait il va se déplacer, alors bien souvent sur la pointe des pieds, très vite. Donc en plus, il y a eu quand même beaucoup d'accidents d'enfants qui rentrent dans des meubles, il y a des choses qui leur tombent dessus, d'enfants qui tombent dans les escaliers. En plus, il se déplace dans une mauvaise position, c'est complètement inapproprié. Il n'apprend pas à tomber, à mettre ses mains pour se protéger. Et voilà, il est assez vigilant parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors pareil, on fait toujours, ça part toujours d'une bonne intention, mais toujours se renseigner auprès de les magasins de puériculture
Vendre du matériel. Vendre du matériel. De puériculture. Mais voilà, il n'y a pas de puéricultrice, il n'y a pas de professionnel formé et qui sait vraiment, c'est comme on voit souvent dans les lits, dans les magasins de puériculture, de céder à la tentation de l'objet qu'on pourrait annoncer comme merveilleux et indispensable, alors que pour vous, il est alors peut-être qu'il peut dangereux être délétère, alors qu'il peut être délétère. En tout cas, oui, le bébé, il évolue et il a vraiment ses compétences, ses acquisitions au fur et à mesure. On ne lui apprend pas à marcher, à s'asseoir. Il faut avoir le respect de sa courbe de développement, de son développement, qui est singulier. Et puis, vous disiez la motricité, le laisser aussi par moments librement, sans entrave au niveau de ses vêtements, et puis de l'environnement aussi. Et de l'environnement. Et c'est vrai que le parent, vous disiez, il faut qu'il adapte son environnement aussi, en fonction de là où en est l'enfant. Oui, parce qu'au début, il va être sur ce petit tapis d'éveil, sur le dos, et puis sur le ventre aussi. On n'est pas obligé de faire vivre aussi des expériences au bébé sur le ventre, sur le sol, parce qu'on a vu le portage tout à l'heure, qui est un portage où le bébé il va avoir plein de sensations d'appui au niveau de son ventre, donc qui sont intéressantes pour lui parce qu'il va se familiariser avec ça qu'il connaîtra plus tard. Ça lui fait aussi découvrir cette partie de son corps. Mais il est dans les bras de son parent, qui souvent ne le tient pas complètement horizontal, mais un tout petit peu redressé, donc ça soulage aussi l'appui. Et donc, il va aussi vivre plein de moments autour de cette zone du ventre qui vont l'aider après quand il s'y mettra par lui-même. Et après, je ne sais pas si on revient sur la frise pour redétailler peut-être un petit peu ces étapes ou si c'est déjà... Après, la frise, elle restera comme une ressource sur le replay. La vidéo est accessible en replay. Et sous la vidéo, il y a la possibilité d'accéder à des ressources. Ce qu'on appelle les ressources, c'est le visuel que nous avons présenté là, et puis la vidéo, ainsi que les ressources qu'on vous présentera à la fin de l'émission. Donc peut-être parvenir dessus. D'accord. Je vois le temps qui passe. Ouais. Et peut-être, comme disait Mélanie, d'adapter... que l'environnement va s'adapter aussi, va devoir être adapté. Du petit tapis, le bébé va se tourner, va sortir de ce petit tapis. Et parfois, les enfants, on aurait envie qu'ils aient un plus grand tapis, mais à un moment, on ne va pas avoir un tapis suffisamment grand et faire confiance au bébé qui va découvrir aussi le sol un petit peu plus dur et qui va très vite contrôler sa tête et très vite avoir envie d'aller... ramper jusque sous la table et qu'il y aura bien sûr des choses à adapter, les fils des lampes et les du chien, mais les choses elles se font en général très très bien et l'enfant, il va avoir beaucoup plaisir à bouger, à aller chercher son parent, à jouer seul, à exploiter toutes ces belles compétences motrices qu'il a, tout en ayant des moments aussi très tranquille et très calme, où il va vivre son corps au repos, seul, ou dans les bras de son parent, et dans l'échange toujours. Les choses, elles se font naturellement, suivant sa maturation. Et justement, je voulais rebondir aussi sur ça, c'est-à-dire que on parle beaucoup de motricité libre, et effectivement, la motricité libre, c'est bien ça, c'est bien la motricité sans entrave, et non pas la motricité seule. C'est pas laisser un enfant tout seul faire sa vie, c'est pas ça la motricité libre, mais c'est bien effectivement enlever toutes les entraves au mouvement. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'arche. Bon, l'arche, pourquoi pas quand le bébé est tout petit, qu'il est encore uniquement sur le dos, mais encore à limiter, parce que finalement, dans son environnement, il a déjà énormément de choses à voir, beaucoup de choses très stimulantes. Et puis finalement, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être posées sur le tapis d'un côté et de l'autre que le bébé va tourner sa tête d'un côté et de l'autre, qu'il va vouloir aller attraper et progressivement commencer à se tourner sur le côté, puis sur le ventre. Et c'est finalement parce qu'il va avoir cette curiosité de son environnement que toute sa motricité va pouvoir la développer dans des expériences, dans des envies d'expériences sensorimotrices. Et justement, pas être toujours à amener le jouet ou la stimulation au bébé. Et c'est là qu'on serait dans la surstimulation, c'est de toujours lui amener. Et on serait dans la sous-stimulation de ne jamais entrer en interaction avec lui ou ne jamais lui proposer de jouer.
Donc c'est pas toujours facile finalement à trouver ce juste milieu entre le trop et le pas assez. Et c'est là que justement les parents doivent se faire confiance parce que c'est en voyant aussi finalement comment ça fonctionne avec leur bébé qu'ils vont réussir à s'ajuster et trouver ce juste milieu qui correspond à leur bébé. Il n'y a pas de règle de temps. Il y avait une maman qui avait posé justement la question à notre puéricultrice, Mme Arnaud Gilbert, et combien de temps je dois passer à jouer avec mon bébé par jour. Il n'y a pas de temps. Voilà, on fait aussi comme on peut en fonction de sa famille, de ses autres enfants, de plein de choses, de son travail. Il n'y a pas de temps déterminé. Et ce qui est important, c'est pas seulement la durée, c'est aussi la qualité. C'est la qualité du temps qu'on passe avec son enfant, parce que passer toute la journée avec son enfant, mais ne pas avoir d'interaction, le laisser sur le tapis d'éveil toute la journée en étant sur son téléphone ou sans s'y intéresser, ça va pas être du temps de qualité. Donc il vaut mieux des petits temps, mais des temps de qualité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à passer le relais à la famille, aux frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs. Très important de ne pas rester seul, parce que c'est... Oui, si on se sent démuni ou vraiment épuisé, de pouvoir vraiment en parler. Et pas aller vers quelqu'un, ne pas rester seul avec ses difficultés. Mais c'est tout. On verra les ressources, quels sont les professionnels vers qui se tourner, et les associations et les structures. Alors, en tout cas, vous disiez qu'un bébé, il a besoin donc d'interaction, de motricité libre, mais pas le laisser tout seul comme ça longtemps. Et il va faire ses découvertes aussi, ses apprentissages, mais il va se sentir aussi sécure parce qu'il y aura une communication, une relation qui va s'établir avec son parent. Et vous disiez, oui, un bébé, quelquefois des parents peuvent dire, il ne fait pas grand-chose, il s'ennuie. Est-ce qu'un bébé s'ennuie? Non, un bébé ne s'ennuie pas. Un bébé peut se sentir seul s'il est un bébé seul. Et un bébé n'est pas feignant. Non, oui, très bonne remarque. Je pense que c'est intéressant de le souligner. Et puis, je crois que vous avez dit, il va faire ses apprentissages, ses expériences, et il va être sécure. En fait, c'est parce qu'il va être sécure qu'il va faire ses expériences. Voilà. Donc la base, vraiment, c'est aussi la sécurité, l'attachement. Exactement. La sécurité interne que va ressentir ce bébé, à qui on a répondu à ses besoins. Alors, on n'y a jamais répondu parfaitement au moment à la minute. Il s'est fait suffisamment bien. Voilà, il a été suffisamment rassuré, on a répondu à ses besoins, et dans la répétition de ces expériences-là, c'est la sécurité de ce bébé qui arrive. Il sait que s'il a besoin de quelque chose, sa demande va être entendue et on va répondre à son besoin, pas dans la minute, mais on va y répondre. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de développer tous ces petits moments où il va savoir se tenir compagnie à lui-même pour attendre, et puis aussi jouer aussi tout seul, jouer parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il sait que son parent l'a dans la tête et reste en relation avec lui, même s'il n'est pas là en train de communiquer. Et c'est parce qu'il est sécure qu'il ne va pas être vigilant, qu'il va être suffisamment détendu pour faire ses expériences, pour prêter attention à la balle qu'on a posée à côté de lui, et que, en tapant dans cette balle, elle va un petit peu plus loin, et comme il n'a pas toujours besoin d'aller vérifier où est son parent, parce qu'il est tranquille avec ça, il va aller plus loin, être entraîné par ce jeu-là, et quand il en aura besoin, qu'il va ressentir de la fatigue, il sait qu'il pourra le dire, et à ce moment-là, son parent va l'entendre. Donc c'est il vraiment va important. prendre confiance, aller plus loin, explorer plus loin, découvrir. C'est parce qu'il est avec ce sentiment de sécurité. Voilà, c'est parce qu'il est sécurisé qu'il va pouvoir s'autoriser à s'éloigner, à prendre de la distance. Et puis, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, faire marcher le bébé. Et quelle fierté pour un bébé quand on voit un bébé qui arrive à se mettre debout seul, quelle fierté pour lui d'avoir réussi à conquérir cette verticalité. Et on aurait tendance, dans ces moments-là, à dire viens, marche jusqu'à moi, et peut-être garder en tête de se dire c'est déjà quelle conquête. C'est déjà beaucoup. Il vient déjà de gravir une montagne. Ne lui demandons pas déjà de passer. Laissons-le savourer ça aussi. Et il va avoir souvent besoin de répéter plein de fois, parce que en fait, quand le bébé répète, c'est jamais exactement la même chose. C'est
c'est jamais exactement avec les mêmes habits, avec le même environnement sensoriel, avec le même état de fatigue, c'est jamais exactement avec le pied dans le même angle, c'est jamais exactement sur le même appui. Et tout ça, ça va lui donner plein d'informations, plein de richesses qui vont construire une belle motricité autonome et très très bien intégré et plein de confiance en lui pour plus tard. Et voilà. Et le bébé, et ben c'est ça qu'on lui souhaite le plus dans sa motricité. Vraiment, c'est d'être autonome, d'avoir confiance en lui et d'avoir plein d'expériences grâce à la sécurité que ses parents vont lui apporter. Et c'est ça vraiment le rôle. Et cette sécurité, cette confiance et ces acquisitions, ces découvertes qu'il aura fait dans un environnement sécure et en toute confiance, vont lui permettre aussi d'aborder après l'entrée à l'école et de pouvoir aussi se séparer c'est vrai qu'on avait de parlé son parent. Parce que autant le bébé, il y a un développement très conséquent, et puis bon, il y a le langage, il y a la socialisation, la propreté, tout ça intervient au fur et à mesure. Mais jusqu'à ses 3 ans, et aux 3 ans, l'entrée à l'école, aux 3 ans, un moment l'entrée à l'école est quand même un moment extrêmement important pour l'enfant, et notamment au niveau de la séparation. Et c'est vrai que on voit très bien qu'entre un enfant pour qui la séparation a déjà été travaillée, dans le sens où il y a déjà eu des moments de séparation, que ce soit par une garde chez la nounou, en collectivité ou autre. Mais c'est vrai qu'un enfant, s'il n'a jamais été séparé de ses parents et que du jour au lendemain, on le met à l'école toute la journée, alors qu'il y a plus de 20 autres enfants dans cette classe et seulement 2 adultes pour s'occuper de tous ces enfants, alors qu'avant, il était seul avec ses parents, ça peut être extrêmement difficile et traumatisant. Et les institutrices le disent bien. En fait, un enfant qui n'a pas connu, qui n'a pas connu un minimum de collectivité, alors sans mettre son enfant à la crèche, bien évidemment, toute la semaine, mais voilà, un minimum d'effet de groupe et de séparation de son parent. Et sur les premiers mois en fait de sa scolarité, il va avoir à apprendre ça. Il ne va pas être disponible pour les apprentissages, puisqu'à l'école on va parler pour le coup pas d'acquisition mais d'apprentissage qui viennent de l'extérieur. Voilà, qui arrivent de l'extérieur, où il y a un professeur qui apprend des choses, à l'enfant. Donc c'est important de travailler tout ça progressivement. Faut pas que ça se fasse les premiers mois, si quand c'est possible, c'est bien que le bébé reste le plus longtemps possible avec sa mère, surtout les premiers mois, ou en tout cas avec ses parents, parce que c'est avec ces personnes-là qu'ils se sont le plus en sécurité. Et puis plus il va grandir, plus va falloir mettre en place des petits temps de séparation. Alors ça peut être gardé par la mamie, la tante, une amie, peu importe, ou mais d'autres figures, que ses parents, et qu'ils comprennent aussi que même s'il y a une séparation, il retrouvera son parent après, et que ça va comme pour tout le reste, ça va le sécuriser. Et c'est parce qu'il sait qu'il va retrouver son parent à la fin d'un temps donné et qu'il l'aura bien intégré, qu'il l'aura bien compris, qu'il va pouvoir aller à l'école plus sereinement et entrer pour le coup dans les apprentissages. Alors oui, le jour de la rentrée, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent parce que c'est quand même un nouvel environnement. Ils sont assez nombreux, mais c'est vrai après c'est pas une règle immuable, mais c'est vrai que les enfants qui ont connu un peu plus la collectivité et l'effet groupe, parce que l'effet groupe, quand il y a beaucoup de bruit, c'est impressionnant. C'est encore une fois un choc sensoriel. Après, c'est vrai que c'est intéressant que l'enfant il ait rencontré d'autres enfants, et ça peut se faire aussi au parc, au lieu d'accueil par enfant. Tout à fait. Qui rencontre aussi un peu d'autres enfants, et parce qu'en plus ça va être très très intéressant pour lui d'aller coopérer avec les autres, se confronter, ça va être des expériences très très riches. Et puis cette séparation, quand on disait tout à l'heure, l'enfant il est suffisamment sécure pour jouer et suivre une petite balle dans son salon parce que son parent est dans la cuisine, c'est déjà une séparation aussi qu'il vit. Quand la nuit il s'endort paisiblement et que son parent lui a dit bonne nuit et qu'il est suffisamment sécure pour aller trouver par lui-même son sommeil, il est déjà en train de vivre, c'est déjà les prémices de toute cette séparation qui se passera aussi après, peut-être sera plus grand. Que ça se fasse progressivement, pas brutalement. Je vois l'heure qui avance. J'aimerais bien que
Mélanie et Hélène, vous nous présentiez votre travail de psychomotricienne, parce que c'est pas un métier souvent connu. Et du coup, profitez-en pour dire un petit peu la manière dont vous intervenez et le fait de le relier dans cette émission. Si un enfant, on a le doute ou de l'inquiétude, si on note que, bon, vous dites au niveau médical, les fourchettes pour les acquisitions, elles sont quand même larges, mais s'il y a une inquiétude, un coup de pouce précoce peut vraiment être bénéfique. Présentez-nous votre travail. La psychomotricité, elle s'intéresse à la façon dont la personne vit dans son corps, la façon dont la personne se met en mouvement, dont la personne se repère dans le temps, dans l'espace, et c'est en lien avec ses émotions, en lien avec ses capacités relationnelles, et puis avec ses pensées, ses capacités aussi cognitives. Donc c'est très très large, et en fait ça va... Mais global. Les psychomotriciens, les psychomotriciennes travaillent aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des bébés, travaillent aussi avec des femmes enceintes, travaillent dans le champ du handicap comme dans le champ de la prévention. Voilà, donc c'est une profession qui est très très large, une profession paramédicale. Si un enfant vient en bas âge, à n'importe quel âge, vous pouvez recevoir un enfant. À tous les âges de la vie. Un bébé, un enfant. Vous avez des outils pour établir un bilan, pour mesurer un petit peu là où l'enfant en est et de ce qu'il peut être, est-ce qu'il peut être accompagné et quelles sont vos méthodes un petit peu il n'y a pas forcément de recettes, expliquez-nous. Oui. Alors effectivement, on a des outils de bilan pour, en quelque sorte, évaluer les compétences de l'enfant, voir où il en est. Et nos outils sont souvent des outils standardisés permettant de voir, en fait, où se situe l'enfant dans ses compétences par rapport aux normes habituelles de sa tranche d'âge, mais toujours avec des marges, mais qui sont standardisées. Et puis, on a aussi, bien sûr, un outil très important qui est notre observation et qui nous permet de voir un peu, comme je disais tout à l'heure, comment l'enfant fait les choses. On peut avoir effectivement un enfant qui est un peu en dehors des fourchettes, mais finalement, on observe que dans son développement, la continuité se fait de manière ordinaire. Donc, on va lui donner un petit coup de pouce pour continuer dans le bon sens et puis récupérer plus ou moins ce petit décalage. Ou à l'inverse, des fois, on a des enfants qui, dans les résultats chiffrés, dans leurs compétences, sont dans ce qu'on attendrait de leur tranche d'âge. Mais quand on observe, on voit qu'il y a des petites particularités dans la manière de faire les choses et qui nous laissent penser qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien organisé ou qui pourrait générer d'autres difficultés par la suite. C'est coûteux pour lui, pour cet enfant. Et qu'on pourrait essayer de rendre les choses un petit peu plus fluides et moins coûteuses peut-être pour lui. Oui, parce qu'il y a des enfants qui aussi développent des stratégies de compensation qui permettent donc de masquer les difficultés. Et c'est parce que nous, on observe des particularités dans leur organisation qu'on voit qu'ils développent des stratégies de compensation. Et des fois, leurs compensations, elles ne sont pas toujours... même si elles sont efficaces au niveau de la performance, elles ne le sont pas dans leur organisation de leur corps. L'objectif est atteint, mais ça peut être coûteux. Mais voilà, exactement. Pour l'enfant d'y arriver, qui a mis en place quelque chose qui lui permet d'y arriver, mais et peut-être avec beaucoup d'efforts. Cet enfant, ce bébé qu'on rencontre, quel est son passé aussi? Qu'est-ce qu'il a? Comment c'est que son passé, il est même aussi hétéro? On va aussi s'intéresser à ça. Comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé ce touchement, et puis comment font ses parents aussi, parce que le bébé, on a vu très bien qu'il grandit avec ses parents, et que parfois, tout ça, ça demande aussi à être accompagné, d'accompagner aussi la famille. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller aussi consulter, et à la fois, il faut aussi se dire qu'il y a des professionnels de proximité qui vont pouvoir aussi déjà voir s'il y a besoin d'aller rencontrer un professionnel paramédical. Qui va être... L'indication doit être quand même par un professionnel. De toute façon, les parents viennent en général. Par un médecin. Par un professionnel, un médecin. Exactement. Effectivement, les psychomotriciens travaillent sur prescription médicale, bien que les soins ne soient pas remboursés par la sécurité sociale. Et dans le cadre d'un dispositif d'orientation sur la plateforme,
Oui, Alors, effectivement, oui. En fait, c'est pris en charge, c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que c'est pris en charge en fait, quand c'est des soins qui vont être faits, par exemple, dans un CAMPS, donc dans une équipe pluridisciplinaire, où là, ça va s'intégrer dans la prise en charge, puisqu'il peut y avoir des psychomotriciens qui travaillent alors soit en libéral ou soit dans le CMP, CAMPS, à l'hôpital. Et quand c'est dans ce type de prise en charge, ça fait partie de la prise en charge pluridisciplinaire. Et là, du coup, ça va pas être à la charge financière des parents. Alors qu'effectivement, ce qui est parfois quand même un peu bloquant en libéral, c'est que c'est à la charge financière des parents, puisque c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors il y a des mutuelles qui remboursent quand même quelques séances. Moi, je dirais la moyenne, c'est 3-4 séances par an. C'est à peu près ça. Mais quand un enfant a besoin d'un suivi, souvent 3-4 séances, enfin 3 séances, c'est ce qu'il faut à peu près pour faire le bilan. C'est les bêtises. Et puis quand il y a besoin, s'il y a besoin d'une séance de psychomotricité, effectivement toutes les semaines, ça peut vite être des séances qui sont quand même assez longues. Donc forcément, ça donc en fonction effectivement de la structure. Voilà. Mais effectivement, souvent, quand il y a besoin d'une structure de soins comme le CAMPS, l'hôpital, etc., c'est aussi parce qu'il y a des difficultés qui sont là quand même plus importantes. On a passé le stade du coup de pouce. Voilà, le stade du coup de pouce est déjà passé. Par contre, voilà, quand on va avoir une consultation parce qu'effectivement il y a une petite difficulté qu'on va aider l'enfant, là il n'y aura pas ce type de structure-là. Ça requiert pas de ce type de structure. C'est pas une prise en charge. Voilà, exactement. Ça nécessite pas une prise en charge globale. Voilà, c'est ça. Et c'est là aussi que c'est compliqué parce qu'effectivement, des fois, certains enfants auraient besoin de quelques séances. Des fois, une dizaine de séances peuvent suffire. Mais les parents, c'est à leur charge et c'est pas toujours facile d'assumer non plus financièrement. En tout cas, votre travail auprès des enfants et des parents est vraiment intéressant et donne des résultats sur le développement des enfants. Et puis, vous disiez bien... il y a toujours cette interaction entre le parent, l'enfant, il n'est pas seul, il est toujours avec des parents. L'histoire de son environnement, de sa relation et des interactions avec lui. Et puis ça fait partie des choses que l'on travaille également dans les accompagnements psychomoteurs, cette interaction et cette relation du bébé avec ses parents. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges. On va bientôt terminer, alors on va mettre à l'écran les ressources. Alors les ressources... Quelles sont les structures vers lesquelles vous, parents, vous pourriez aller avec votre enfant, donc de bébé jusqu'à... on a fait l'émission jusqu'à 3 ans, mais donc là, à l'écran, vous avez les lieux d'accueil enfants-parents, qui sont des lieux gratuits, sans inscription. Vous pouvez y aller. Alors, c'est un lieu où ce n'est pas une garderie. Le parent vient avec son enfant, reste le temps qu'il veut. Et c'est vraiment des espaces où il y a... Mais tout est aménagé pour que le parent puisse se poser, discuter avec d'autres parents, échanger, observer son enfant dans un autre espace. L'enfant aura la possibilité de pouvoir avoir des espaces de motricité, de jeu, et de rencontrer d'autres enfants. C'est des espaces aussi de socialisation, de collectivité et d'apprentissage un petit peu de aller vers d'autres, se séparer un petit peu de son parent pour... rencontrer d'autres, tout en étant dans un espace où le parent, de toute façon, ne laisse pas son enfant dans un lieu d'accueil enfant-parent. Donc, n'hésitez pas. Et puis, donc vous avez la possibilité aussi, d'aller vers la PMI ou de téléphoner au service de protection maternelle et infantile pour demander une visite à domicile ou un rendez-vous pour parler de ses doutes, ses inquiétudes, ses questions, ou besoin simplement peut-être d'échanger. Oui, besoin juste d'échanger, d'être peut-être rassuré ou orienté. Et c'est des services qui sont complètement gratuits. En PMI, on a la chance de pouvoir accueillir tout le monde. Les places... Malheureusement, on n'a pas autant de consultations qu'on souhaiterait, mais c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de critères, quels qu'ils soient, pour accéder à la PMI. C'est ouvert à tout le monde. C'est complètement gratuit. Alors, dans le cadre d'une consultation de PMI, par exemple, on va prendre la carte vitale si la personne a une carte vitale, mais quelqu'un qui n'a pas de couverture santé, la PMI, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin non plus de ne pas avoir de couverture santé pour venir à la PMI. Et que ce soit lors d'une consultation ou une puéricultrice qui va se
se déplacer à domicile, c'est pareil, ça reste gratuit. Donc les consultations, c'est plutôt sur rendez-vous. Et les visites à domicile, ça va être sur demande des parents. Donc il suffit d'appeler le secrétariat PMI. Il y a un médecin et une puéricultrice qui sont définis par secteur en fait, et il y a toujours quelqu'un de disponible, même pendant les vacances, et il y a toujours possibilité d'avoir un conseil, un rendez-vous, que ce soit avec un médecin, une puéricultrice. On travaille tous en lien, on travaille beaucoup en lien aussi avec les psychomotriciennes. Ce serait super. Ce serait super. Oui, c'est ça. C'est pas dans tous les départements pareil. Ça serait vraiment très intéressant. Ah, ce serait très intéressant. On serait ravis. Complémentaire. Tout à fait. Oui, très complémentaire. On oriente énormément vers la psychomotricité. Donc, je dirais que nos principales orientations sur tout ce qui est les troubles du neurodéveloppement, c'est psychomotricité et orthophonie. Je pense que c'est les ordonnances que je fais en dehors des vaccins, les ordonnances que je fais le plus. Et c'est vrai que oui, c'est tout un travail de pluridisciplinarité. Ouais. Et on échange beaucoup. Les échanges sont très importants. En tout cas pour les parents, c'est important que vous sachiez, vous parents, que autour de vous, des structures sont accessibles, certaines gratuitement, d'autres, effectivement, quand on parle de psychomotricité et en libéral, il y a un coût. Mais en tout cas, l'existence de tous ces professionnels qui vous entourent peuvent être un soutien et un accompagnement pour le bien-être, votre bien-être et celui de votre enfant. L'émission se termine. Merci, un grand merci à toutes les trois. On vous retrouvera le 16 décembre pour la prochaine émission sur la motricité, la confiance en soi, le développement de l'enfant de 4 ans à 6 ans à peu près. On ira un petit peu plus loin. Il y aura une infirmière puéricultrice en plus. Oui, Madame Darnaud-Gilbert. Voilà, Madame Darnaud-Gilbert. Vous pourrez retrouver l'émission donc en replay sur le site Parents Touraine et la chaîne YouTube Parents Touraine, Mardi de la parentalité. Et merci à l'Espace Passerelle, l'association qui nous accompagne à la régie technique. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous et au revoir.